les remèdes multiples, qui vont de techniques statistiques très sophistiquées pour réduire le nombre de personnes tombant sous la catégorie, puis de vastes techniques, non, les techniques très sophistiquées, des contradictions sur l'évaluation des conséquences, par exemple le changement de critères, effectivement sur l'autisme, il y avait des débats entre Volkmar qui est à Yale, les types d'Harvard et les autres pour savoir si ça montait, si on allait éliminer avec ça 75% des nouveaux cas et pour tasser la statistique, ou si c'était 45%, ou si c'était seulement 15%. Et avec des échantillons présentés qui n'emportaient pas l'adhésion de tous. Il y a le combat continu, et on ne sait pas très bien ce que ça va donner à échelle réelle quand le système va être commencé à rentrer en application à partir du mois de mai. Donc, cet instrument très difficilement gérable, on voit qu'il y a une grande divergence sur les remèdes à apporter. Alors, le premier remède a été, je le disais, les anciens responsables du 3 et du 4 révisés, Spitzer et Alain Frances, ont pris la tête d'un mouvement à la nouvelle équipe, sur le thème « c'est les types du DSM-5 qui ont eu une mauvaise méthodologie, ils ont tout faux, ils vont nous étendre les catégories beaucoup trop, en admettant les seuils infracliniques, en admettant des choses aussi farfelues que les syndromes de sensibilité psychotique, etc. Ils vont nous médicaliser la population et le mécanisme va vraiment nous sortir des mains. » Oui, ça c'est toujours la position des anciens responsables. Les anciens responsables ont toujours tendance à penser que les nouveaux responsables sont moins malins qu'eux. Et que eux, ils ont fait le job, ils ont fait le boulot, et que d'accord, c'est parce qu'on l'a confié à des incapables que maintenant ça file et on n'arrête plus. Et Frances est vraiment formidable là-dessus. Il dit, moi j'ai fait le 4, c'était tout bien. Le 4 révisé, ils ont mis ces 3 catégories sur les enfants et en oubliant de mettre les verrous. Donc ils ont 3 épidémies sur le bras, c'est de leur faute. Et puis ne parlons pas de l'équipe du 5. À part ça, il continue à penser que le 3 était un truc formidable, que vraiment le projet du DSM, c'était vraiment ce projet objectif. En effet, c'est un très beau projet, c'est une très belle utopie. Et il y en a, la science est jonchée de cimetière d'utopie. Celle-là en est une. Parce que, dès le départ, le système de réduire, en effet, à des traits mesurables et observables l'ensemble de la pathologie était par son principe même un système inflationniste. Et en effet, ça n'est pas simplement parce que ceux d'aujourd'hui sont moins malins, simplement ceux d'aujourd'hui ont à supporter les conséquences du principe qui lui-même s'est affolé sur une certaine durée. Et on est passé entre le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. On sait que pour avoir le nombre d'items, il faut multiplier par 100 l'indice du truc. Il y a 500 catégories dans le 5, il y en avait 400 dans le 4, 300 dans le 3, etc. À peu près, à 1 iota. Bon. Cet affolement est profondément motivé. Il est motivé par la méthode, et la dite méthode athéorique d'une classification empirique, par son fondement, est un système inflationniste, qui donne des bulles inflationnistes, quel que soit le domaine où c'est appliqué. Pas seulement en psychiatrie, ça a donné ça aussi en économie. Et ce sont l'athéorisme avec simplement la vérification par statistique des grandes séries pour être bien sûr de mesurer ça, c'est très difficile. Et comme le dit le livre là, que vient de publier grand statisticien, jeune statisticien, et Nate Silver, qui est resté célèbre puisqu'il a prédit toutes les élections d'Obama exactement au chiffre exact de réussite, alors que tous les instituts de sondage disaient c'est immesurable, ils sont très proches, Romney, lui, on ne peut pas mesurer, etc. Lui, il a fait le coup. Et donc, il est devenu pour ça
connu, mais c'est un très bon statisticien par ailleurs. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Le signal et le bruit, dans lequel il montre les limites du système statistique et de ce qui est mesuré effectivement, et on ne peut pas, qu'il y a quand même des zones où la séparation du signal et du bruit, en effet, est très difficile, et en particulier, tous pour un certain nombre de champs de l'activité humaine, il y a un point irréductible. Alors, sur cette volonté, n'est-ce pas, de remède proposé pour arrêter ces manifestations tératologiques dans le système, il n'est pas sûr que la dénonciation simplement des autres soit le meilleur remède. Et d'ailleurs, là-dessus, Nancy Andreasen, qui, elle, a été responsable du pôle schizophrénie dans l'élaboration du DSM-4, qui est quelqu'un de très remarquable, qui était qui a fait ses études de médecine, enfin une vocation tardive, une fois qu'elle a eu une fille qui a été atteinte de schizophrénie. Avant, elle avait ses études, elle a un doctorat de lettres, elle a un doctorat de lettres classiques. Et alors évidemment, c'est un type de personnage assez hors norme, elle-même, très cultivée, donc considère que c'est la méthodologie elle-même du DSM qui est à reprendre. Et là, on retrouve les mêmes d'autres critiques encore, celle de Steve Hyman, qui a été responsable de la recherche au Institut de santé américain, au National Institute of Health, qui considère que le DSM est maintenant devenu un instrument qui est un obstacle à la recherche. Parce qu'il provoque de fausses catégories, de catégories, donc finalement, probablement, le champ de la maladie mentale, il fait partie des fondamentalistes qui pensent, enfin Hyman, qui pensent que finalement c'est plutôt une hypothèse du continuum, qu'on a un vaste continuum et que toutes ces divisions ne sont pas si claires, et plutôt, c'est pas l'aspect trans, vous évoquiez, M. Guillain, l'aspect trans-catégoriel des recherches, lui-même considère qu'en effet, c'est plutôt en reprenant des recherches de ce type, et plutôt que de croire un peu trop aux catégories proposées par le DSM, qui permettront de retrouver une véritable base scientifique au développement de la psychiatrie au XXIe siècle, plutôt que des phénomènes d'artefacts produits par les étiquettes elles-mêmes. Et au fond, on a le sentiment qu'en effet, les classifications sont venues maintenant fonctionner comme en quelque sorte à rebours de ce pourquoi elles étaient faites, et nous interrogent sur ce que nous pouvons attendre comme utilisateurs de la psychiatrie. Nous pouvons attendre des catégories qui sont proposées. D'abord, ce qui est clair, c'est qu'une des raisons, un des phénomènes du XXIe siècle, c'est effectivement le changement du régime démocratique dans les droits des patients. De plus en plus, en effet, tout système de pouvoir qui donnera des étiquettes et qui permettent de gérer les populations, comme dirait Michel Foucault, n'est-ce pas, la distribution, le DSM par excellence, c'est un instrument de biopolitique. C'est ce qui permet de classer les populations en des catégories maniables par les administrations, par les responsables, par les puissants, qui permettent de gérer ça comme des ensembles à qui on répartira les ressources rares, les droits et aussi les contraintes. Et donc, disons, de plus en plus, le mouvement démocratique fait que les sujets s'emparent ou ne s'emparent pas des catégories qui leur sont proposées. Et il est certain que psychotique, par exemple, est une catégorie dont personne ne veut.
Elle a disparu, mais personne n'en a revendiqué quand ça a été, en effet, un peu nettoyé des catégories du DSM. Personne n'a dit, mais enfin, vous m'oubliez, je suis psychotique, c'est un scandale, je demande à ce que ce soit une association de patients psychotiques réclamant l'intérêt des pouvoirs publics sur ce point. Ce qui n'est pas le cas des 3 catégories comme bipolaire, autiste et hyperactif. Les gens se réclament bipolaires, je suis bipolaire, et je le sais, je suis bipolaire et je ne suis pas fou. Et on voit la version de ça, parce que Hollywood présente une narration possible. Que veut dire je suis bipolaire? Eh bien, vous allez voir le film mal traduit en français par Happiness Therapy, mais qui est en anglais Silver Linings Playbooks, dans lequel il y a l'acteur principal a été qualifié lui-même d'hyperactif et de bipolaire. Le réalisateur, son fils, a été diagnostiqué bipolaire. La scénariste a été diagnostiquée bipolaire. Et enfin, c'est un film très intéressant, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est le début, la première partie des scripts, la deuxième partie, c'est le scénario de la comédie américaine classique, enfin comment on arrive, grâce au spectacle, on trouve sa narration et finalement on est tous normaux. Mais ça c'est une version en tout cas intéressante. Par ailleurs, les hyperactifs, en effet, sont une catégorie dans laquelle les gens se réclament comme hyperactifs et le souhaitent, et c'est le succès étonnant de la prescription de la Ritaline et de l'Adderall, qui sont les médicaments qui sont vendus le plus off-label de toute la pharmacopée. Les collèges américains, les universités américaines sont le lieu de trafic massif de Ritaline et d'Adderall qui permettent aux étudiants de bosser quand il faut rendre n'est-ce pas, quand on a fait le spring break d'un côté, quand on revient, il faut en prendre beaucoup pour rattraper et pouvoir fournir à la manœuvre et rendre sa thèse au moment où on doit le rendre. Car sinon on est bien. Donc la pression est très forte et les gens se reconnaissent, sont contents. Il y a une joie à être hyperactif. Et en plus, vivre sa vie sous amphétamine n'est pas sans charme. Sartre y avait cédé.